Professeur, donc Oui. je vous donne la parole pour votre session. Donc, vous avez 30 minutes où vous pouvez échanger avec nous et nous voulons également que vous puissiez interagir avec les participants. Merci infiniment. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. C'est un plaisir de pouvoir intervenir au sein donc, de ce grand débat donc, dans la thématique qu'a choisi donc, le forum Gallienne. Il faut remercier très rapidement enfin, toute la hiérarchie, en sa tête, Madame la ministre et aussi le professeur Gallo, c'est lui qui m'a entraîné un tout petit peu dans ce schéma avec beaucoup de plaisir. Alors, ce que je voulais dire, j'ai écouté un certain nombre de communications, notamment donc la dernière, et on ne peut être que d'accord. Mais en même temps, l'IA, quoi qu'il arrive, on dira c'est aide à. Voilà, aide au diagnostic, aide à. Ce n'est pas la machine qui décide. On va toujours considérer ça comme étant une aide, même si l'aide peut être de 90%. Donc, à un moment donné, nous ne pourrions jamais, à titre de responsabilité, la confier complètement donc, à la machine. Voilà. Mais en même temps, la question qui était posée tout à l'heure par l'intervenant était très pertinente. À titre personnel, j'étais responsable du programme e-santé donc du CRDI exactement en 2010-2011. Voilà, ça fait bientôt 12 ans. Et nous avions mené donc des recherches avec des résultats probants qui sont restés donc dans les tiroirs au niveau donc, du ministère. On a eu de très belles attestations signées par le président de la République, mais c'est resté donc dans les tiroirs. Il faut effectivement se bouger. J'avoue que nous n'avions pas su aller réellement vers les politiques pour faire donc la promotion de nos innovations donc, en ce temps-là. Cela étant, le thème qui m'a été proposé, c'était les innovations et les opportunités donc, de l'IA dans le traitement des maladies non transmissibles, que je vais essayer de dérouler en 8 points. Déjà, les MNT et l'intelligence artificielle, comment ce duo-là va agir, comment diagnostiquer et faire de la prédiction précoce grâce à l'IA, comment personnaliser les traitements des thérapies avec l'IA et la recherche médicamenteuse est aussi au cœur, n'est-ce pas, de cette thématique-là. L'IA dans la gestion des maladies chroniques est quelque chose de très important sur lequel tout le monde insiste maintenant aujourd'hui. Il y a même des colloques qui sont dédiés uniquement à ça et ça revient aux questions tout à l'heure, quels sont les enjeux éthiques? Voilà. Et ça, c'est là aussi où intervient forcément l'État pour réguler un tout petit peu nos innovations. Jusqu'où pourrons-nous aller? Il faut donc effectivement un cadrage éthique et c'est le rôle de l'État. Bien entendu, dans le cadre donc de cette thématique-là, une collaboration interdisciplinaire est fondamentale. On parlait tout à l'heure de données, on parlait de données adaptées à l'Afrique ou de données issues du continent africain. Parlons simplement de données. À un moment donné, il faut qu'il y ait une collaboration interdisciplinaire, bien entendu, entre les analystes de données et les médecins. Et nous terminerons sur une note en ce qui concerne un tout petit peu les perspectives. En introduction, je dirais simplement que les maladies non transmissibles, c'est toujours une préoccupation mondiale. Aujourd'hui, de santé publique. Voilà, on dit de santé publique, il faut bien prendre ces deux mots. Il y a la santé qui est gérée par les professionnels, il y a le public aussi qui est la cible, mais qui est aussi une responsabilité au niveau de l'État, puisqu'on a des conséquences socio-économiques qui sont significatives par rapport au développement donc, de ces NMT. Et c'est là où l'IA émerge comme un outil puissant pour transformer aujourd'hui
la manière dont nous diagnostiquons, la manière dont nous traitons, la manière dont nous prévenons, donc en réalité, ces maladies-là. Et pour tous les participants, en présentiel comme en ligne, en tout cas, j'ai envie de vous plonger dans ce monde passionnant des opportunités qui sont offertes par l'IA dans ce domaine-là. Il faut dire que l'IA révolutionne la médecine moderne, lui offrant des capacités d'analyse, de prédiction, de personnalisation vraiment à ce jour inégalées. Et grâce à l'apprentissage automatique, à l'analyse de données massive, machine learning, big data, l'IA aujourd'hui peut aider à identifier des schémas complexes, à accélérer la recherche de médicaments, à personnaliser des traitements en fonction d'un certain nombre de caractéristiques sur chaque individu, sur chaque patient, et de la détection précoce au suivi des traitements. Cette technologie ouvre vraiment toutes les voies pour améliorer en fait les résultats cliniques et in fine la qualité de vie. Au cours donc de mes propos, en tout cas, j'exposerai, disons, les domaines clés où l'IA va transformer la lutte contre les MNT. Et sur chaque partie, j'essaierai donc de me concentrer sur une facette particulière, médicale, pour qu'on ait une bonne compréhension des dernières avancées, des meilleures pratiques, mais aussi des défis éthiques. Je reviens toujours là-dessus, des défis éthiques. Alors, de la personnalisation des traitements aux collaborations interdisciplinaires, nous allons essayer aussi de voir les différentes opportunités offertes par l'IA afin de pouvoir améliorer globalement la santé. Alors, on a déjà défini un tout petit peu donc, les MNT. Je suis informaticien, mais il a fallu aussi que je puisse aller savoir quels sont les MNT. Voilà, ce sont les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, les affections respiratoires chroniques. Voilà, tout ça sont responsables d'une part croissante d'une morbidité et d'une mortalité aussi à l'échelle mondiale. Ce n'est pas qu'un problème africain, c'est mondial. C'est différentes donc, maladies. Et les traitements efficaces présentent les défis en raison aussi de la complexité donc, des conditions, de leur interaction, des facteurs génétiques, de l'environnement dans lequel on se trouve, de nos comportements. Et c'est vraiment là que l'IA peut rentrer donc en jeu en offrant des outils, en offrant des techniques qui nous montrent comment on peut les aborder. Donc, nous avons le machine learning, nous avons des données, nous pouvons donc mettre en place des modèles et des relations souvent qui échappent à notre œil. Étant même médecin hyper compétent, avec notre œil, il y a donc réellement des modèles qui nous échappent. Et ces analyses réalisées à l'aide donc de l'IA peuvent nous aider donc à préserver ou à prédire en tout cas un certain nombre de risques. Mais, je le disais tantôt, l'accélération du processus de recherche, notamment dans le cadre des médicaments, est fondamentale parce que les processus traditionnels de recherche sont longs, ils sont coûteux et sont parfois inefficaces, alors que l'IA peut vraiment participer à rationaliser ce processus en analysant des milliers de composés chimiques, en identifiant ceux qui ont vraiment le plus grand potentiel pour cibler de manière spécifique un certain nombre de mécanismes d'attaque, en tout cas, de ces MNT-là. Donc, voilà un tout petit peu quelques bases en ce qui concerne donc, quelques opportunités offertes par l'IA dans le traitement donc, des MNT. Attaquons le diagnostic et la prédiction précoce en particulier. Dans sa capacité d'analyser d'énormes quantités de données médicales complexes pour diagnostiquer et prédire
donc les MNT, vous voyez, nous arrivons donc à pouvoir donc utiliser, extraire des informations significatives à partir d'une variété de sources de données, y compris des dossiers médicaux électroniques, y compris des images médicales, y compris aussi des données génétiques et des signes vitaux. Et les algorithmes, comme le disait le docteur tout à l'heure, le prof, cette moulinette-là, hein, qui sont donc des algorithmes d'apprentissage automatique sophistiqués, peuvent donc identifier des modèles qui, dans leur subtilité, en mettant en œuvre un certain nombre de corrélations cachées donc, dans les données, permettent une détection précoce donc, des signes de MNT. Exemple, dans le domaine de la radiologie, l'IA peut analyser des images médicales telles que des radiographies, des IRM, des scans, voilà, pour détecter des anomalies qui pourraient indiquer la présence donc, de MNT. Et cette capacité de détection précoce peut permettre une intervention rapide avant que la maladie ne progresse, améliorant ainsi les chances de succès du traitement. Mais aussi, l'IA peut être utilisée pour prédire le risque individuel de développer des NMT en analysant des facteurs tels que l'histoire médicale, les habitudes de vie et les données génétiques d'un individu. L'IA va pouvoir générer des modèles prédictifs qui vont évaluer la probabilité de développer certaines maladies. Et ces modèles-là peuvent être utilisés pour recommander un certain nombre donc, de mesures de prévention personnalisées qui vont permettre aux individus de prendre aussi des décisions éclairées pour maintenir donc leur santé. Parlons de personnalisation des traitements et des thérapies. Ça aussi, c'est quelque chose donc, que l'intelligence artificielle va aider à apporter des contributions significatives. Hein, parce que chaque patient est unique, avec des caractéristiques génétiques, des antécédents médicaux et des réactions aux traitements spécifiques. Et c'est là où l'IA peut analyser des ensembles de données complexes pour identifier donc les schémas, ce qui indique vraiment, ce qui nous permet d'indiquer quelle thérapie ou quel traitement sera le plus efficace pour un patient spécifique. Hein, vous voyez donc, nous sommes dans une approche beaucoup plus ciblée, dans une approche individualisée qui évite vraiment un certain nombre de traitements inefficaces, voire inutiles. Mais l'IA peut également surveiller en temps réel la réponse d'un patient à un traitement et apporter des ajustements en conséquence. Ça permet une réadaptation rapide si un traitement ne fonctionne pas comme prévu ou s'il y a des effets indésirables. Et une fois de plus, cette capacité d'adaptation en temps réel peut améliorer les chances de réussite du traitement, voire réduire un certain nombre donc, de complications. Nous en parlons tantôt, que l'IA va assister la recherche médicamenteuse, parce que cette recherche est un processus complexe, coûteux, qui exige une compréhension approfondie des mécanismes biologiques, une exploration minutieuse de milliers de composés chimiques. Et c'est là où, traditionnellement, où la recherche de médicaments impliquait des essais et des erreurs coûteuses et chronophages, c'est-à-dire qui prenaient du temps, l'IA aujourd'hui change la donne. Voilà, en permettant une exploration plus rapide et plus précise de toutes sortes de combinaisons possibles de composés chimiques. Et l'une des applications les plus excitantes de l'IA dans la recherche de médicaments est la conception de médicaments de bout en bout. Voilà, l'IA va générer virtuellement des molécules candidates qui ont le potentiel de se lier à des cibles biologiques spécifiques. Et ces molécules candidates vont pouvoir donc être synthétisées et testées en laboratoire, accélérant ainsi considérablement le processus de développement donc, des médicaments. Dans la gestion des maladies chroniques, qui nécessitent souvent une surveillance continue,
une gestion proactive, en particulier pour les maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les affections pulmonaires. Là aussi, l'IA va apporter des solutions novatrices à ces défis en permettant une surveillance précise, une prévention des complications et une amélioration globale de la qualité donc, de vie des patients. Voilà. Une autre application de l'IA dans la gestion des MNT est la prédiction des complications potentielles parce qu'elle peut analyser les données de suivi des patients pour identifier les facteurs de risque de complications et générer des prédictions sur les événements futurs tels que les crises cardiaques ou des épisodes de détérioration donc de la santé. L'IA va pouvoir aussi aider les patients à gérer leur maladie au quotidien avec toutes sortes d'applications qui vont pouvoir donc fournir des conseils personnalisés sur la gestion de la nutrition, de l'exercice, voire même donc des médicaments. Donc, tout cela étant dit, eh bien, l'intégration réussie de l'IA dans la gestion des MNT nécessitera des considérations éthiques et pratiques. La confidentialité des données médicales est primordiale et il est essentiel de mettre en place des protocoles de sécurité robustes pour protéger les informations des patients, mais aussi l'acceptation et l'adhésion des patients à cette technologie doivent être prises en compte pour garantir leur efficacité. Vous comprenez? Surveillance continue, prévention des complications et soutien personnalisé pour les patients atteints de MNT sont gérables par l'IA, améliorant ainsi vraiment la qualité de vie et le bien-être globalement. Quels sont maintenant les enjeux éthiques de l'IA? Il faut dire que les questions éthiques complexes associées à l'utilisation de l'IA dans le domaine médical et comment elles sont abordées pour garantir des pratiques responsables et respectueuses constituent vraiment un défi important pour les responsables. Nous avons parlé de la confidentialité des données médicales. La manière dont l'IA va collecter et analyser de grosses quantités de données personnelles soulève des préoccupations quant à la protection de la vie privée des patients. Et il est essentiel de pouvoir donc établir donc des protocoles stricts pour le stockage des données, pour le partage et l'utilisation de ces données, tout en veillant à ce qu'elles ne soient accessibles qu'uniquement aux professionnels de la santé autorisés. Mais aussi, on en parlait tout à l'heure, la prise de décision automatisée par l'IA soulève des questions sur la responsabilité et la transparence. Lorsque ce sont des algorithmes qui sont utilisés pour prendre des décisions médicales, il est important de comprendre comment ces décisions sont prises et d'assurer la possibilité d'une intervention humaine en cas de besoin. Et ça, les professionnels de la santé doivent également être en mesure de comprendre et d'expliquer les résultats et les recommandations de l'IA aux patients. C'est vrai, l'IA peut également introduire des biais, notamment si les données d'entraînement, on a dit machine learning, les données qui l'entraînent sont déséquilibrées, ou si ces données reflètent des préjugés sociaux. Cela peut avoir des conséquences négatives sur l'équité, voire sur l'exactitude des diagnostics et des traitements. Là, les chercheurs et les développeurs d'IA doivent être conscients de ces biais potentiels et travailler activement pour les annuler, voire les atténuer. Mais aussi l'accessibilité à l'IA dans le traitement soulève aussi des questions de justice et d'inégalité, parce que tout le monde n'a pas un accès égal à cette technologie avancée, ce qui peut créer aussi des disparités dans les soins de santé. Et ça, on comprend le rôle de l'État. Il est important ainsi de développer des stratégies pour garantir que les avantages de l'IA puissent être accessibles à tous, quel que soit leur statut socio-économique. J'en viens maintenant à la collaboration interdisciplinaire, j'avais envie de dire obligatoire, entre médecins et analystes de données. Ailleurs, on a vu, j'ai vu souvent aux États-Unis, des médecins qui ont fini leur médecine et qui vont maintenant apprendre l'informatique. Voilà. Et eux, ils ont donc les deux profils.
Et eux, ayant prêté le serment d'Hippocrate, ils n'ont aucun problème. Ils sont en même temps data analystes, ils sont en même temps médecins. Alors que les analystes de données, informaticiens purs, n'ont pas accès à l'autre partie. Voilà. Lors d'une des conclusions même du projet e-santé, dont j'avais la gestion il y a une dizaine d'années, avait même conclu que les informaticiens devaient prêter un certain serment, qui ne soit pas exactement celui d'Hippocrate, mais un certain serment, parce qu'il n'y a rien à faire. Le gestionnaire de la base de données, on a beau dire, il voit les données. Bon, nous prenons quand même on met en place toutes les conditions pour que ces données puissent être anonymées et à partir donc du code, le médecin puisse, lui seul qui a donc le code, décoder, comment on appelle, c'est relever cet anonymat pour savoir quel était le patient, ou c'est le patient qui a le code et c'est le patient qui donne son code au médecin pour que le médecin puisse pouvoir voir ces données. Voilà, nous en étions déjà là il y a une dizaine d'années. C'est là où on dit donc que cette collaboration peut conduire à des avancées significatives. Les professionnels de la santé apportent, eux, une expertise clinique précieuse, comprenant les mécanismes biologiques des MNT, les protocoles de traitement et les besoins spécifiques des patients. Et en travaillant en étroite collaboration avec les analystes de données, ils peuvent identifier les domaines où l'IA peut avoir le plus d'impact et fournir donc des données cliniques essentielles pour former justement des modèles d'IA. Les data analystes, quant à eux, apportent des compétences en analyse de données, en apprentissage automatique, en modélisation statistique. Ils peuvent traiter des vastes ensembles de données médicales, identifier des schémas complexes, créer des algorithmes pour soutenir la prise de décision médicale. Là aussi, leur expertise est essentielle pour développer et affiner les modèles d'IA qui peuvent prédire, diagnostiquer et traiter les MNT. Bien entendu, cette collaboration réussie entre ces deux domaines nécessite une communication ouverte, un respect mutuel et une compréhension des objectifs et des contraintes donc de chaque partie. Mais la collaboration interdisciplinaire aussi peut conduire à des innovations uniques. Par exemple, des équipes composées de médecins et de scientifiques de données peuvent travailler ensemble pour développer des outils d'intelligence artificielle spécifiques à certaines MNT, tels que des systèmes d'aide à la décision clinique ou des applications donc, de suivi des patients. En matière donc de perspective, nous tournons vers l'avenir. Voilà, l'IA peut diagnostiquer, traiter, gérer, nous avions dit. Nous pouvons nous projeter sur la manière dont elle va pouvoir contribuer à prévenir ces maladies à l'échelle individuelle, voire même à l'échelle populationnelle. Elle peut anticiper, prévenir le développement chez des individus à risque, en analysant, comme on l'a dit tantôt, des données médicales, génétiques, des styles de vie. Elle peut identifier des facteurs de risque spécifiques et générer des modèles prédictifs. Cela permet de cibler les interventions de prévention et de faire la promotion de changements de mode de vie avant que les MNT ne puissent se développer. À l'échelle de la population, elle peut contribuer à la surveillance et la gestion donc, des facteurs de risque. Voilà. En analysant les tendances épidémiologiques et les données de santé publique, l'IA va pouvoir aider à identifier les populations à risque élevé, à orienter les stratégies de prévention et cela peut permettre de produire des campagnes de santé publique bien ciblées et efficaces. Bien entendu, on a encore des questions complexes. Les programmes de prévention doivent être adaptés aux besoins de chacun, tout en respectant les valeurs, en respectant les choix des uns et des autres. Parce que l'IA, en anticipant la santé future, peut soulever des inquiétudes concernant la vie privée, voire même la stigmatisation. En conclusion, de la détection précoce à la personnalisation des traitements, en passant par la recherche de médicaments et la gestion des maladies chroniques,
nous avons essayé en tout cas là d'explorer comment l'IA va pouvoir révolutionner la manière dont nous abordons la santé et le bien-être. Cette IA a le pouvoir de transformer la gestion des MNT en permettant une analyse approfondie des données médicales, de la décision prise, de la décision assistée. Je répète bien, décision assistée par l'IA. Cependant, cette révolution médicale n'est pas sans défi, parce que les enjeux éthiques, la confidentialité des données, les biais algorithmiques, les disparités dans l'accès des technologies nécessitent et nécessiteront une attention constante. Mais en regardant vers l'avenir, nous avons essayé aussi donc d'explorer quelques perspectives prometteuses donc, de l'IA dans l'anticipation. En fin de compte, j'ai essayé donc dans ces quelques minutes simplement de dire que l'IA n'est pas seulement une technologie émergente, mais l'IA est un partenaire potentiellement révolutionnaire dans la lutte contre les NMT. Et combinant l'expertise médicale et la technique, nous pouvons arriver donc à façonner un avenir où les MNT ne seront plus des sentences, mais des défis à relever avec confiance, grâce à l'innovation et à la collaboration. Alors, franchissons de nouvelles frontières dans le domaine de la santé et l'IA éclairera le chemin vers un avenir plus sain et plus épanoui pour tous. Je vous remercie pour votre aimable et patiente attention. Madame la ministre, chers participants, chers membres du comité d'organisation, en présence ou à distance sur la plateforme, il y a du monde dans la salle. Il reste encore quelques minutes. S'il y avait quelques questions, je suis prêt à y répondre. Si c'est des questions pour l'ensemble des panélistes, eh ben, je suis à votre totale disposition pour éclairer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Il y a des questions? OK, super. On va commencer. Bonjour, professeur. Merci pour cette belle intervention. Moi, je voulais vous poser la question, puisqu'on est dans le contexte africain. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, de tous les bienfaits que ça peut procurer aux médecins. Dans le contexte africain, qu'est-ce qu'il faut pour que nos hôpitaux, nos professeurs en médecine peuvent s'approprier de ces outils pour les aider à diagnostiquer et à prévenir certaines maladies dans le contexte africain? Parce qu'on voit qu'en Afrique, il y a beaucoup de cloisonnement des données de santé, qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à s'en servir de l'intelligence artificielle. Dans nos pays, il n'y a pas de système national de base de données de santé. Et souvent, les bases de données de santé en Afrique appartiennent à des partenaires qui viennent en Afrique pour faire des études. Et souvent, nos ministères n'ont pas souvent accès à ces données. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Bien, alors je réponds très rapidement à cette question. Je n'aime pas tellement quand on parle de contexte africain. On est dans un contexte international et les données sont là. Elles sont récoltées. Quand on parle de big data, quand on parle de machine learning, on est à l'international. Il n'y a pas un machine learning africain ou spécifique. Ça, c'est la première des choses. Donc, si nous nous mettons dans ce cadre de normalité internationale, ne rentrons pas dans ces histoires de contexte africain. Peut-être nos données peuvent être spécifiques. Voilà. Donnons-nous les moyens. Ouvrons-nous. Voilà. Aujourd'hui, vous nous parlez des centres de données, des data centers. Nous avons l'ex-ADIE, on avait des serveurs. Nous avons aussi la possibilité aujourd'hui de pouvoir mettre nos données donc, dans des clouds, j'avais envie de dire des clouds privatifs, c'est-à-dire des clouds où nous avons un peu la main. Voilà. Et vous m'interpellez sur quelque chose où j'avais interpellé l'État à une époque, toujours dans le projet e-santé. J'étais avec l'Ordre des médecins
nous avions donc des données. Et le plaidoyer, c'était que ces données vraiment puissent être hébergées au Sénégal à l'ex-ADIE qui avait donc les data centers. Le ministère de la Santé avait invité Orange. Et le patron d'Orange nous dit, on était tous hallucinés, les médecins et tout le monde. De toutes les façons, nous hébergeons vos données de santé, etc. Vous savez, nous hébergeons même les données du ministère des Finances, voire même les données de l'armée. On était bouche bée. Voilà. Ce genre de choses doit changer. Voilà. Nous avons un data center au Sénégal. Nous avons des clouds privatifs qui sont à l'international, dont nous avons légèrement, je dis bien légèrement, la main là-dessus. Voilà. Commençons à travailler et essayons de mettre en priorité tout ça. Allons vers donc des vrais pilotes et que les ministères de la Santé puissent accompagner l'ensemble de ce mouvement-là vers des pilotes qui seront validés avant donc d'être généralisés. À mon niveau… Merci beaucoup, professeur. C'est l'audace, c'est l'audace. Ouais. Merci beaucoup, professeur, pour votre prise en charge de la question. Alors, je vous donne la parole. Bon, moi, je suis Namoudou Keita, je suis médecin et je suis là pour le compte de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, OAS. Je voudrais remercier vraiment le professeur pour avoir été à la fois exhaustif, précis et avoir couvert l'essentiel des champs concernant l'IA et ce que ça peut apporter. Ce que je vais dire, c'est vraiment en complément de sa présentation, en mettant l'accent sur certains aspects qui nous tiennent à cœur. D'abord, et c'est pour les jeunes surtout, qui sont en train d'orienter un peu leurs innovations pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Nous savons que l'accent est beaucoup plus mis ici sur la détection précoce et toutes les phases qui suivent. Ce que nous ne devrions pas oublier aussi, c'est avant, c'est-à-dire la population saine. Qu'est-ce que nous faisons pour éviter d'attraper les maladies non transmissibles? Lorsque nous savons qu'il y a le problème d'illettrisme qui a été exposé tout à l'heure, l'accès à l'information, donc à ces nouvelles technologies, constitue aussi une grande limite que nous avons. Comment allez-vous adapter l'innovation à ces populations dont la majeure partie n'a pas accès à l'information pour que ça puisse servir à prévenir, la vraie prévention avant que la maladie ne commence? Et sachez que la maladie ne concerne que entre 15 et 20% au maximum de nos populations et que les 80%, il s'agit de la prévention et de la promotion de la santé. Sachons aussi que le ministère de la Santé n'est pas la seule porte d'entrée dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Il concerne tous les autres secteurs, notamment l'éducation, l'agriculture, l'environnement, les zoonoses et, j'allais dire, l'habitat, l'eau, hygiène, assainissement, etc., les changements, les questions climatiques, autres, sont autant de secteurs que vous pouvez cibler aussi pour impacter les changements de comportement de nos populations lorsque nos populations sont encore saines. Éviter d'attraper. Donc, et ceci, je vais terminer là-dessus, ça a été dit, l'approche est très importante. Lorsque vous entreprenez l'innovation, faites l'innovation avec le secteur concerné, les acteurs clés concernés dès le début. Faites acheter l'idée de votre innovation dès le début. N'attendez pas la fin de la création pour venir présenter l'outil afin de convaincre. Le plus souvent, on a du mal et on a eu des cas malheureux qui ont été présentés. Et donc, ceci aussi, ça dépend de la manière dont on met l'approche, en mettant des comités, en faisant acheter l'idée, en participant au débat du ministère de la Santé, du ministère de l'Agriculture, etc. Identifiez les vrais besoins que ces secteurs ont et faites l'innovation avec les acteurs concernés dès le début. Pensons à la fin de notre innovation, dès le début de notre innovation. Je voudrais qu'on en tienne compte. Merci. Alors, merci beaucoup, prof. Je vais essayer de dire deux choses. Dans tout ce que vous venez de dire tout de suite là, c'est la sensibilisation.
Et mieux, c'est la sensibilisation aussi en langue locale. Ça, c'est très important. Je dirais aussi, en 2 mots-clés, pour les chercheurs et tout ça, il n'y a pas non plus d'innovation sans sociologie. Parce que la meilleure des innovations doit être aussi accompagnée d'une sociologie pour qu'elle puisse être acceptée par l'ensemble des parties. Je n'oublie pas non plus la sociologie des médecins. Hein. Il faut aussi qu'ils puissent accepter indépendamment de celle des populations. Je vous remercie. Alors, moi, je m'appelle Abetofana Dieudonné, je suis togolais. Je suis à la faculté de médecine et pharmacie de Marrakech au Maroc. Alors, moi, la question que je voulais poser, nous avons aujourd'hui l'avènement de ChatGPT, ça fait aussi partie de l'IA comme on le dit. Et on sait qu'aujourd'hui, l'information, quand j'ai besoin d'une information, je peux aller sur ChatGPT et puis je cherche et je trouve facilement l'information. Il y a aussi derrière cela la question de monopole de connaissances. Parce que je prends par exemple un médicament dans le domaine de la pharmacie, un médicament que je vais prescrire. On a peut-être dans un état un médicament qui est moins cher, qui peut être efficace pour le traitement d'une maladie. Mais quand je tape, je recherche peut-être quel médicament je peux utiliser pour telle maladie, on va me dire d'utiliser un médicament qui vient peut-être de l'Amérique ou bien de ces pays. Parce que en fait, c'est eux qui contrôlent l'information. Parce que c'est eux qui ont conçu ça, ils ont conçu ça à leur avantagement. Alors, la question que je veux poser, ceux qui sont là, il y a des autorités aussi parmi nous. Comment est-ce que nous on fait pour que dans 20 ans, dans 30 ans, on ait une part, on a notre part dans ce gâteau? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la Chine a un projet en 2040, c'est être le leader mondial de l'IA. Et nous avons le petit pays comme la Corée du Sud qui fait environ, je pense, 52 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, ChatGPT n'a pas sa place là-bas parce qu'eux-mêmes, ils ont leur propre ChatGPT. Et l'Afrique, c'est déjà presque bientôt 2 milliards et plus d'habitants. Et nous ne faisons encore rien pour prendre notre part dans ce marché. Donc moi, je voudrais savoir qu'est-ce que l'Afrique fait pour que dans 20 ans, dans 30 ans, on ait notre part dans le domaine de la connaissance pour éviter les monopoles de connaissances. Merci. C'est une question. Je trouve que c'est une réflexion ouverte qui est adressée à tout un chacun ici. Et je pense que dans le prolongement de ces rencontres qu'on fait dans le cadre du Forum des jeunes, et spécialement sur les questions d'innovation, on va creuser davantage et on va échanger. Il y aura des webinaires, donc ça ne s'arrête pas ici, des webinaires thématiques sur des questions spécifiques sur lesquelles nous allons échanger en profondeur. Alors, je laisse la parole à Dr Adam. Oui, merci professeur. C'est juste un très court commentaire par rapport au serment des ingénieurs. Alors, il existe un serment des ingénieurs qui s'appelle le serment d'Archimède, qui a été créé en 1990 par l'École polytechnique fédérale de Lausanne et qui est un serment dans lequel les ingénieurs de cette école s'engagent à utiliser donc, les technologies qu'ils vont utiliser et créer pour le bien. Hélas, la compétition et les égos des différentes écoles n'ont pas fait en sorte qu'ils ont pu s'entendre entre elles pour pouvoir utiliser de façon collégiale et on va dire générale un tel serment comme ça l'est pour le serment d'Hippocrate, mais il existe un serment qui est le serment d'Archimède. Voilà, je voulais juste le porter à votre connaissance. Merci. Merci beaucoup. C'était essentiellement le dernier intervenant et je suis désolé. J'ai toujours mal au cœur quand je ne donne pas la parole parce que pour moi, il est important que les gens s'expriment. Mais il est aussi important que l'objectif de cette session puisse être atteint et qu'on puisse aller manger et revenir pour poursuivre de plus belle. Les discussions vont continuer, comme je vous le dis. Demain également, on aura encore l'opportunité, surtout pour la matinée, on aura 2 sessions. La session sur la rencontre des innovateurs investisseurs. Et en prélude de cette session, nous allons faire la session Que sont-ils devenus? Donc, il y aura des keynotes et il y aura des interventions qui pourront être faites là-bas. En marge de la session innovateur investisseur également, il y aura des sessions qui pourront être abordées là-bas. Et à la pause, justement, qui est assez large, on pourra également aborder plusieurs questions liées à l'innovation technologique, aux systèmes d'intelligence artificielle. Et pour les questions de leadership, je pense que c'est tout le groupe qui est concerné. Nous allons en parler essentiellement.
Alors, sans plus tarder, je demande au coach Nongo de nous décrire rapidement le programme de cet après-midi avant que je ne puisse vous libérer pour que vous puissiez aller vous restaurer et vous préparer pour revenir. Merci infiniment, professeur Luchou, professeur Adam, justement pour vos interventions pertinentes qui aujourd'hui posent le débat. Et le ton est donné aujourd'hui pour cette édition du forum qui promet énormément de choses.